Merci beaucoup pour l'invitation. Donc on va tout de suite partir dans le vif du sujet, c'est-à-dire la part du mâle. Donc 80 millions de couples seront infertiles dans le monde, c'est pas rien. Un couple sur 6 en désir d'enfant va rencontrer un problème. Un couple sur 10 va arriver en assistance médicale à la procréation. Et l'Agence de biomédecine nous le dit, 120 000 actes cycles d'AMP sont faits en France par an et 20 000 enfants, c'est 1,7% de l'ensemble des naissances, sont conçus par AMP en France. 1,7% des enfants. Dans 50% des cas, on arrive à mettre en évidence un facteur masculin, une cause masculine. Et si on compte les hommes présents dans cette salle, entre 2 et 10% des hommes présents dans cette salle auraient un facteur masculin d'infertilité. Là où ça se corse, c'est que l'homme est exposé, c'est complexe un homme, et c'est exposé à plein de facteurs, la femme aussi, et c'est exposé à plein de facteurs. Bien sûr l'alimentation, mais l'alimentation n'est pas seule. Il y a les perturbateurs endocriniens, il y a le stress, il y a l'activité physique, il y a le sommeil. On a parlé de tout ça avec Pascal et Claudine ce matin. Tous ces facteurs sont susceptibles de modifier la spermatogénèse, mais ce n'est pas la première fois dans son existence que l'homme est exposé à tous ces facteurs. Alors, le sperme. Il y a eu un vent de panique dans la fin des années 90 chez les mâles parce que les méta-analyses publiaient une chute régulière, 1% par an en moins du nombre de spermatozoïdes aux États-Unis, 3% par an en moins en Europe. Vent de panique. Je vous rassure, là encore, on s'est rendu compte qu'il fallait moduler cela par la prise en compte de facteurs environnementaux, notamment les facteurs ethniques, notamment l'origine géographique, la température, et notamment les facteurs, les lifestyles, les facteurs de vie, dont l'alimentation. Et puis, parallèlement au nombre de spermatozoïdes qui se cassent la figure, il y a des courbes qui augmentent, et vous les connaissez toutes, ce sont celles de l'obésité. Dans le monde, en France, partout, l'évolution de l'homme va plutôt vers l'homme McDo, voilà. On parlait tout à l'heure d'un nouveau régime, voilà, donc notre évolution, c'est plutôt vers l'obésité. Et de fait, 50% des hommes qui viennent dans nos consultations ont un index de masse corporelle supérieur à 25, 50%, 15% ont un index de masse corporelle supérieur à 30. C'est loin d'être anecdotique. Mais ce n'est pas si simple. Il n'y a pas que le poids, il n'y a pas que l'index de masse corporelle, il y a le pourcentage de masse graisseuse. Et là, on va un petit peu plus loin. Et tout simplement, une façon de l'évaluer, ça va être de prendre son mètre, son ruban, et de mesurer le tour de taille, le périmètre abdominal. Et puis ce qui est important aussi, c'est de regarder ce qu'il y a dans l'assiette. Et puis l'activité physique, on en a parlé, tout ça c'est important. Et quand on regarde tout ça en France, c'est Katia Castebon que je salue avec toute l'équipe de Serge Herzberg, on voit que globalement, le statut nutritionnel est médiocre. Et oui, on mange mal. Est-ce que c'est grave, docteur ? Oui, c'est grave parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, et je vais le reprendre, notre patient, quand il était au tout début de sa vie, il a commencé par la rencontre d'un ovocyte et d'un spermatozoïde. L'alimentation maternelle, elle joue sur la qualité de l'ovocyte, et gravement, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une femme obèse va produire des ovocytes qui ont un potentiel de membrane mitochondriale altéré. Ça veut dire que la fonction cellulaire la plus intime, intrinsèque de l'ovocyte est modifiée par l'obésité. Cette alimentation va jouer ensuite tout au long du développement embryonnaire, jusqu'à l'implantation, autre période critique, ensuite tout au long du développement et en particulier au moment de la différenciation des testicules et des ovaires. Donc on a notre femme qui est enceinte, à l'intérieur c'est un petit garçon, à l'intérieur de ce petit garçon, entre la 6e, 7e, 8e semaine de développement, va commencer à se différencier les futurs testicules, et vers la 16e semaine de développement vont se différencier les cellules germinales, c'est-à-dire les spermatozoïdes. On est à la 2e génération, et les cellules de Sertoli, qui sont les cellules nourricières qui accompagnent les futurs gamètes. Et puis, cette alimentation va jouer jusqu'à la naissance, et puis ensuite, l'alimentation, elle va être importante dans les 6 premiers mois et dans la première année de vie. On a vu à quel point la lactation était importante, mais le régime McDo donné aux gamins de 6 mois, c'est aussi quelque chose dont il faut maintenant tenir compte. Donc, on a vu les différentes périodes critiques de développement. Il y en a une autre dont je faisais état tout à l'heure, la puberté, qu'il ne faut pas négliger, qui est un élément clé également. Et au moment de la puberté, va chez l'homme se déclencher la spermatogénèse. Or, cette spermatogénèse, elle va être étroitement associée à ces cellules de Sertoli, ces cellules nourricières qui accompagnent les cellules germinales au cours de la spermatogénèse. Le nombre de ces cellules de Sertoli, il est acquis in utero. Il est acquis à la fin de la première année de vie, in utero, plus les premiers mois d'existence. À ce stade, on sait,
le potentiel de l'homme à fabriquer des spermatozoïdes, puisqu'on a un lien direct entre le nombre de cellules de Sertoli et la production spermatique, et on a également un lien entre la production spermatique et la capacité à féconder, la capacité à obtenir une grossesse. Donc on voit que ces cellules de Sertoli, ce sont des cellules très intéressantes. Alors évidemment, il faut utiliser, on est obligé de revenir vers l'animal, il y a des choses qu'on n'a pas, pour lesquelles on n'a pas d'accès dans l'espèce humaine. Et on a donc dans le modèle de brebis des publications qui nous montrent qu'il existe des relations entre ce que mange la maman, donc en termes de ration énergétique. Lorsque la ration maternelle est diminuée durant la grossesse, le nombre de cellules de Sertoli est diminué chez le nouveau-né. La réponse à l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique est altérée en postnatal, donc après la naissance, et chez l'adulte, les tubes séminifères à l'intérieur du testicule ont un diamètre réduit. Inversement, on l'a vu ce matin aussi, surnutrition, sous-nutrition, même combat, surnutrition maternelle va induire un retard de croissance intra-utérin avec un retard de puberté chez le mâle. Puberté, autre période critique. Et puis, dans un autre modèle, chez la souris, une sous-nutrition de la période fœtale à la puberté va avoir comme conséquence chez l'adulte des mâles avec un testicule de poids diminué et moins de cellules de Sertoli à l'âge adulte. Il y a une publication dans l'espèce humaine, une cohorte, elles sont formidablement importantes ces cohortes, qui montrent un lien entre l'index de masse corporelle élevé chez la mère avant la conception et des altérations du sperme chez le fils. Comment ils ont fait 25 ans de suivi. Entre le poids de la mère avant la conception et les paramètres spermatiques chez les mâles, chez les enfants devenus adultes, et on retrouve une inhibine B diminuée. Or, l'inhibine B, elle est sécrétée par nos fameuses cellules de Sertoli. Mais il n'y a pas que l'obésité dans la vie, il y a aussi ce qu'on mange dans l'assiette. Exemple, la viande, vitamine B12. Lorsque l'on diminue expérimentalement les apports en vitamine B12, eh bien, ça va affecter, ça va altérer les cellules germinales. Je vous rappelle, les petites cellules germinales qui sont en train de se mettre en place dans les testicules fœtaux. Eh bien, ça va affecter ces cellules germinales. Et chez la souris ratatouille à l'âge adulte, on aura une diminution du nombre, de la mobilité et de la morphologie des spermatozoïdes. Mais, encore un mot-clé, Claudine nous l'a dit tout à l'heure, réversible. Pour une fois, bon sang, qu'on peut agir sur un problème de santé publique, là, c'est possible, c'est réversible, même si l'atteinte a comme origine le développement. Alors, dans l'espèce humaine, on a deux publications. C'est un peu sioux, mais vous allez me suivre. Dans la première publication aux États-Unis, on est à la maternité. On félicite le jeune papa, il vient d'être père, donc il y a raison de le féliciter. Et en même temps, on lui donne un questionnaire. Ce questionnaire, ce n'est pas pour lui, c'est pour sa mère, la grand-mère. Vous me suivez? Et donc, en analysant ce que la grand-mère a mangé, eh bien, on se rend compte que quand la grand-mère a mangé plus de 7 repas de bœuf par semaine, il y a une différence de 25% en moins en concentration spermatique chez le fils. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est quand on regarde des patients qui sont suivis dans un centre d'infertilité, eh bien, lorsqu'on regarde la concentration en vitamine B12, un tiers des hommes et un quart des femmes ont des concentrations très faibles, donc c'est un vrai problème de santé publique, et 40% de ces hommes ont en effet des anomalies du sperme. Le poids à la naissance et fertilité, on est tout à fait dans le suivi de la présentation précédente. Eh bien, il y a une seule publication qui fait le lien entre un faible poids à la naissance et les conséquences sur la fonction gonadique, avec un volume testiculaire diminué, des gonadotrophines FSH, LH augmentées, une testostérone diminuée, et on retrouve notre inhibine B diminuée. Question, qu'en est-il de la fertilité future? Pas de réponse. Maintenant, passons à la puberté. Je vous l'ai dit, c'est une autre étape extrêmement importante, une période critique. Et on a deux publications de la même équipe qui ont fait l'effort de suivre des cohortes. Vous voyez que le suivi, c'est de 17 à 24 ans, entre le jeune garçon à la puberté et l'adulte qui a ses enfants. Et il montre que 87% des adolescents obèses deviennent des adultes obèses, mais surtout, regardez les flèches, on retrouve la courbe en U qui vous a été montrée tout à l'heure aux deux extrêmes, c'est-à-dire lorsque, à l'adolescence, l'IMC du garçon est très faible ou l'IMC est très élevé, on a un déficit en termes d'enfants conçus. Donc on a une période critique et on a deux extrêmes, une courbe en U inversée. Reprenons notre patient qui est en face de nous. On sait qu'il existe un lien entre l'index de masse corporelle et la fertilité. 3 solides études épidémiologiques nous le disent. Relation dose-réponse entre l'index de masse corporelle et l'infertilité, surtout lorsque l'index de masse corporelle est supérieur à 30, 32 ou 35. Quel est l'impact sur les paramètres spermatiques ?
Il y a eu beaucoup de publications, mais beaucoup de controverses. L'unique méta-analyse publiée à ce jour, celle de McDonald, qui date de 2010, l'année dernière, n'a réussi à trouver aucun impact. Mais McDonald n'a pu prendre en compte que 5 études. Nous avons refait, grâce à l'équipe de Serge Herzberg et Nathalie Sermondat, dont c'est le travail de thèse, une méta-analyse. Et cette fois, on a réussi à avoir 13 études, y compris nos données, plus ce qui nous a permis d'analyser 10 000 hommes. Et sur 10 000 hommes, oui, on montre que surpoids et obésité, dès le surpoids, puisque tout à l'heure on a vu l'IMC supérieur à 30, mais dès le surpoids, IMC supérieur à 25, oui, se sont associés à un risque d'avoir moins de spermatozoïdes, voire aucun spermatozoïde. Oligo, moins, azo, aucun spermatozoïde. Et on retrouve cette courbe en U avec les deux extrêmes. Le risque est important lorsque l'homme est maigre, très maigre. Le risque est important lorsqu'il est très obèse. Mais ça va plus loin, ça ne s'arrête pas aux paramètres spermatiques. IMC et pouvoir fécondant. C'est quoi le pouvoir fécondant? C'est la capacité du spermatozoïde à aller au contact de l'ovocyte, le reconnaître, le féconder, faire sa réaction acrosomique. 2 modèles animaux le confirment, oui. Il y a une relation entre le poids, l'obésité et la capacité des spermatozoïdes à féconder. Ça ne s'arrête pas là. Il existe une relation, et à chaque fois, c'est uniquement l'obésité du mâle. La femelle, c'est un top modèle, Claudia Schiffer. Mais l'obésité du mâle seule va altérer le développement embryonnaire de façon intrinsèque très importante, puisque les embryons issus de cette fécondation sont lents, très lents, ils se clivent, se divisent de façon lente. Peu vont atteindre le stade de blastocyste, c'est ce que vous voyez ici. Le blastocyste, c'est l'embryon à J5, J6 qui s'implante. Peu atteindront ce stade. Ceux qui l'atteindront ont moins de cellules dans le bouton embryonnaire. C'est au bout de ma flèche noire. Le bouton embryonnaire, comme son nom l'indique, ce sont les cellules qui vont donner le fœtus. Et dans ce cas, il y a moins de cellules dans le bouton embryonnaire, parce qu'il y a plus de morts cellulaires programmées au niveau de ces embryons. Et les rares qui arrivent à atteindre ce stade de blastocyste s'implantent moins. Donc vous voyez que le problème ne s'arrête pas simplement aux paramètres spermatiques, ça va beaucoup plus loin. Alors les mécanismes, vous les voyez, au centre, les altérations du sperme, des deux côtés, les deux mécanismes principaux, hormonal, augmentation de l'œstrogène, diminution de la testostérone, insulinorésistance, augmentation de la leptine, de l'autre côté, les facteurs mécaniques, physiques, dysfonction érectile, augmentation de la température scrotale et apnée du sommeil qui vont encore pénaliser en diminuant la testostéronémie. Mais reprenons en compte notre patient quand il était tout petit fœtus dans le ventre de sa maman. Il a été soumis à une alimentation et un environnement, des perturbateurs endocriniens. Les deux interagissent et vont programmer le fœtus au niveau de ses testicules, mais également au niveau des adipocytes pour réagir lorsque le climat et l'environnement sont obésogéniques à l'âge adulte. Et là, les cellules qui étaient programmées vont déclencher leur programme. Alors, c'est lié à quoi? C'est lié essentiellement, le mécanisme, c'est le stress oxydant. C'est lui qui va relier un petit peu tous ces effets, à la fois hormonaux et mécaniques. Et on sait maintenant que ce stress oxydant, connu au niveau systémique, existe localement au niveau de l'appareil génital masculin et même au niveau du liquide séminal, au contact des spermatozoïdes. Le poids, l'IMC, ne suffit clairement pas. Là, ce qu'on pointe du doigt, c'est le joli bidon des messieurs, parce qu'on peut avoir des hommes qui ont un IMC tout à fait normal, mais qui sont métaboliquement obèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IMC est normal, mais la masse grasse s'est augmentée, le périmètre abdominal dont on parlait tout à l'heure, et uniquement par ce périmètre abdominal, alors que l'IMC est normal, les cytokines pro-inflammatoires sont augmentées, ce qui est un signe, un indicateur de mauvais pronostic sur les maladies cardiovasculaires, mais également l'infertilité, avec un stress oxydant à la fois systémique, partout circulant, et local au niveau du testicule. Donc voilà le danger. Alors face à ce stress oxydant, il vient d'où au niveau de l'alimentation? Essentiellement, ce sont les acides gras polyinsaturés, mais ces acides gras polyinsaturés, tirez pas dessus tout de suite, parce qu'on en a besoin. On en a besoin un peu, mais pas trop. Un peu parce qu'ils sont nécessaires à la fluidité de la membrane. Le spermatozoïde, il a besoin d'une membrane fluide pour féconder. Pas trop, parce que s'il y en a trop, en situation d'infertilité, eh bien, on a un stress oxydant trop élevé, peroxydation lipidique, et là, ça va plus du tout. On est tous, Pascal posait la question, on est tous différents. Ces différences, elles sont en partie liées à ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. Ça veut dire que nous exprimons des marqueurs qui sont différents et en particulier pour le stress-oc, nous étudions dans nos programmes de recherche maintenant ces polymorphismes génétiques comme la glutathion acétyltransférase, WINOS, il y en a plein d'autres associés au stress oxydant qui nous permettent de comprendre pourquoi, alors que deux individus sont exposés au même stress,
Au même environnement, la réponse sera différente. Nous sommes tous différents. Face au stress oxydant, on peut lutter, et assez facilement, en allant faire son marché, puisque nous avons des liens entre alimentation et fertilité masculine, et que clairement, lorsque l'homme prend peu d'antioxydants dans l'alimentation, les paramètres spermatiques sont altérés. 2 publications l'ont montré. Il existe un lien entre l'alimentation de l'homme et les paramètres spermatiques, notamment la qualité du sperme en termes d'ADN. Ces antioxydants, on les trouve en particulier avec les vitamines antioxydantes, le zinc, le sélénium, et ils ont des fonctions dans la synthèse des hormones, dans la spermatogénèse, la fabrication des gamètes, mais ça va plus loin, vous l'avez compris, la fécondation, le développement et l'implantation. 3 mots-clés, réversibilité, on est en santé publique, économie, vous savez que c'est important. 2 spécificités, l'un ne remplace pas l'autre. Si vous prenez trop de vitamines A, B, ou A, C ou E, mais pas assez d'une autre, ce n'est pas bien non plus. Donc la spécificité est importante, mais l'équilibre est important, on l'a dit tout à l'heure. La carence, je vous l'ai montré, elle est très sévère, mais l'excès, c'est pire. Parce qu'une carence, vous pouvez supplémenter, un excès, moi, je ne sais pas faire. Et on sait qu'un excès en vitamine A, ça donne l'absence totale de spermatozoïdes, 0 spermatozoïdes, tout comme une carence. Donc l'équilibre est le mot-clé, réversibilité, spécificité. On en a parlé tout à l'heure, Claudine vous en a parlé, l'un des principaux antioxydants dont on dispose, et on en a dans notre alimentation tous les jours, vous avez des exemples ici, ce sont les folates. Ces folates jouent sur la qualité génétique, ils jouent sur l'intégrité, la qualité de l'ADN, ils jouent même sur le nombre de chromosomes et l'état des chromosomes portés par les spermatozoïdes. L'ADN des spermatozoïdes, les chromosomes des spermatozoïdes, celui qui contrôle, c'est les folates. Mais il joue aussi, Claudine vous en a parlé, sur ce qu'on appelle l'épigénétique, parce que le cycle des folates, elle vous l'a dit, il est étroitement lié au cycle de la méthionine, et qu'en mangeant des folates, je vous le fais un petit peu simple, on va pouvoir fournir des groupements méthyl. Alors c'est très simplifié par rapport à ce que vous avez eu ce matin, mais ces groupements méthyl, ils sont particulièrement importants dans la méthylation de l'ADN. Il y a la méthylation globale, ça veut dire l'ensemble du génome, et puis il y a certains gènes, elle vous en a parlé, ce sont des gènes soumis à empreinte, il y en a très peu, une centaine, mais ces gènes sont extrêmement importants pour la survie de l'espèce, pour tous les mécanismes fondamentaux. Et ces gènes soumis à empreinte subissent ce que l'on appelle un cycle, elle vous en a parlé également tout à l'heure. Et il y a 2 périodes critiques, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'empreinte. La première, c'est celle-ci. Reprenons notre fœtus mâle, in utero, il est en train de différencier ses testicules, et à l'intérieur de ces testicules arrivent les cellules germinales. À ce moment-là, le programme fait reset. Pas tout à fait, puisque quelques marques vont pouvoir subsister. Et au cours de la spermatogénèse, plus tard, là, au moment où les spermatozoïdes matures vont se former, eh bien, on aura besoin de ces groupements méthyl. Autre période clé, on vient d'en parler, c'est le début de juste après la fécondation, les premiers stades de développement. Et là encore, on aura besoin de ces groupements méthyl. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vient de le voir, lorsque on a un homme obèse avec un gros bidon, eh bien, il est plus à risque, je viens de vous le dire, d'avoir un nombre de spermatozoïdes diminué, ça s'appelle l'oligospermie, et de venir nous voir, c'est le cas, 50% de patients obèses ou en surpoids. Et dans ce cas-là, l'équipe de Pascal a mis en évidence un défaut grave, un défaut d'acquisition d'empreintes paternelles, une hypométhylation d'un gène soumis à empreinte qui s'appelle H19. Et ça touche entre 15 et 50% des patients. Est-ce qu'il y a un risque de transmission de ces défauts, soit spontanément, soit via l'AMP? La réponse est oui. Pour la première fois l'année dernière, un article a mis en relation les anomalies d'empreinte dans des produits de fausse couche, même identiques aux anomalies d'empreinte portées par les spermatozoïdes du père après conception en AMP. Oui, ça se transmet. Mais qu'est-ce que ça donne? Parce qu'une anomalie d'empreinte, ça ne vous parle pas. Donc on revient sur ce que Pascal disait tout à l'heure. 2 exemples. 2010, c'est tout récent. On est au cœur de l'actualité. 2 exemples. Dans un exemple, le père est rendu hyper gras par un régime artificiel et il transmet via ses gamètes, via un spermatozoïde, il va transmettre à ses filles à l'âge adulte un diabète, une dérégulation des îlots de pancréas. Deuxième exemple, dans un modèle animal identique, régime cette fois pauvre en protéines, on en a parlé tout à l'heure, le régime pauvre en protéines et un spermatozoïde, un unique spermatozoïde va transmettre à ses enfants une anomalie de la régulation des gènes qui codent pour la cholestérol et les lipides. Or, cholestérol et lipides interviennent dans la fonction endocrine, la fabrication des futurs spermatozoïdes. Donc on met en évidence pour la première fois
une anomalie de l'épigénome portée par le spermatozoïde, régulée par la nutrition, héritable, transmissible via les spermatozoïdes, et c'est l'empreinte nutritionnelle paternelle. On a commencé par l'empreinte nutritionnelle maternelle, maintenant le père, il est impliqué. Alors vous êtes ce que votre père a mangé, c'est peut-être vrai, mais ça va beaucoup plus loin, parce que maintenant, on pense que ça va au moins sur 2 générations. Donc en étudiant ce que mange le père, on aura des conséquences sur l'alimentation, j'ai bientôt fini, de l'enfant et des petits-enfants. Pour terminer, un autre exemple, la publication, on l'a récupérée hier, l'alcool. C'est un sujet quand même très important. Maman souris va être exposée à de l'alcool. Sur la première génération, on va avoir une hypométhylation d'H19 au niveau des spermatozoïdes. Première génération, les petits qui étaient in utero pendant qu'elles étaient soumises à l'alcool. Ces mâles, à l'âge adulte, ont une diminution du nombre de spermatozoïdes de 26%. Lorsque ces mâles s'accouplent à nouveau, on est à F2, il y a une hypométhylation d'H19 au niveau du cerveau de la 2e génération. Voilà. Pour terminer, je pense que... Bon, celle-là, je pense que vous vous en doutiez. Voilà. Donc, vous avez vu que le problème, il ne s'arrête pas à notre patient, que c'est transmissible de génération en génération, qu'il faut qu'on prenne nos petits ciseaux, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes préoccupés. On est tous là pour agir. Et pour agir, on a mis en place un réseau avec Pascal, avec l'INRA, avec Serge, avec les équipes d'épidémiologie, avec les centres d'AMP. Ensemble, on essaye de prendre nos petits ciseaux et de couper tout ça. Je vous remercie.